troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Plateau toujours au complet avec notre invité Sophie Aïda et nos éditorialistes Gracien Rukindi-Kiza et Malik Acher. Dans l'actualité économique, le commerce de la France avec l'Afrique est passé de 10,1% en 2000 à 5,9% en 2015. Pour tenter de regagner du terrain, le président français François Hollande a réuni une dizaine de grands industriels pour un échange à huis clos ce vendredi. Parmi eux, Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent. Compte rendu de notre envoyé spécial Paul de Zingwe. L'Afrique au cœur des enjeux économiques. Le continent africain est passé de 15 milliards d'investissements directs étrangers en 2000 à 118 milliards en 2014. Parallèlement, le commerce de la France avec l'Afrique est passé de 10,1% en 2000 à 5,9% en 2015. Afin de retrouver une dynamique économique avec le continent, le président de la République française a réuni une dizaine de grands industriels représentatifs pour un échange à huis clos. Parmi eux, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, Othman Ben Jelloun, le patron du groupe BMCE Bank of Africa, Stéphane Richard, président directeur général du groupe de téléphonie Orange, ou encore Constant Desmallet, le fondateur du groupe média Africa 24. What we've done is to be having partnerships, is to do business, among ourselves. Nous avons l'intention de faire des partenariats, de faire des affaires entre nous, et évidemment un transfert de technologie, des investissements en Afrique et aussi en France. Vous savez, plus vous investissez, plus vous avez de chances de venir à bout de challenges comme la sécurité, le terrorisme. Les présidents se rencontrent, mais quand ils le font, ils ne parlent pas que de sécurité. Je pense que le partenariat public-privé est très important, car il apportera beaucoup d'opportunités pour les Français et les Africains. C'est un marché immense. Nous pouvons vendre nos marchandises ici, et ils peuvent faire pareil chez nous. Et je pense que cela créera une très bonne activité transformationnelle. They can also take in their goods to sell, and I think this will have a very good transformational activities. L'Afrique va doubler son potentiel humain et devenir la première force de travail de la planète. L'Afrique, qui représente un marché de 4 000 milliards de dollars annuels, suscite toutes les convoitises. De la Chine aux États-Unis, de la Turquie au Japon, l'Afrique rêve de coproduction et de copartenariat. Well, the European partners, what we do expect is to do with the technology. Avec les Européens, nous voulons surtout travailler au niveau du transfert de technologie entre nos entreprises et les entreprises européennes. Nous avons besoin de formation. L'éducation est l'une des principales problématiques que nous sommes en train d'étudier et dans laquelle nous souhaitons investir à long terme. Long-term financing, because we do need a lot of export credit, which will help quite a lot. À l'orée du sommet France-Afrique de janvier 2017 à Bamako au Mali, du sommet Europe-Afrique, le chef de l'État français a choisi de faire de ce pôle d'entrepreneurs une véritable force de proposition pour la construction d'un nouveau partenariat économique. Gracien, la France tente visiblement de regagner du terrain en Afrique, terrain qui a été perdu au profit de la Chine, entre autres. Oui, de la Chine. Et en même temps, il faut le dire que même les Africains se tournent du côté. Que ce soit la Chine ou l'Inde, je dirais le BRICS. Et parce qu'ils ont bien compris, on a fait le commerce avec l'Europe et l'Europe n'a pas voulu nous transférer la technologie. On a commencé à... On importe, on exporte la matière première, on importe le produit fini. Et aujourd'hui, c'est vrai, la France se tourne vers l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas besoin, je dirais, de la France en tant que telle. L'Afrique a besoin de la technologie pour produire. Ce qui fait qu'on voit bien ces hommes d'affaires, ils sont venus en France. Au lieu de demander la technologie, pour moi, je dirais, il faut plutôt investir en France dans les sociétés qui ont la haute technologie et après rapatrier la technologie en Afrique. C'est la meilleure, c'est le circuit le plus court pour avoir la technologie en Afrique. Partagez ce point de vue, Malik. Oui, Gracien m'a enlevé un mot et il a raison. L'Afrique n'a pas besoin de la France dans le sens où il y a une concurrence telle maintenant. Quand vous avez les Chinois qui proposent de réaliser des projets pour beaucoup moins cher que les Français, ils ne regardent pas longtemps sur quel investisseur choisir. Donc oui, la France doit rattraper son retard. Ce n'est plus une chasse gardée, l'Afrique. Et donc, elle a cette volonté de revenir sur le continent africain. Elle a les atouts, la France, parce que voilà, il y a une histoire, comme on le sait, liée à l'Afrique. L'Afrique, elle peut compter sur la population francophone, les pays francophones. Et c'est triste de voir cette France réticente à vouloir investir. Maintenant,
voilà, le hasard de l'histoire fait qu'aujourd'hui, on a besoin aussi des capitaux africains et ça me réjouit de voir cela, de voir finalement qu'on a besoin des hommes d'affaires africains, justement de leurs capitaux pour investir dans les pays industrialisés qui, c'est une suite logique, sont en train de vieillir et ont besoin justement de financement. Alors on imagine que de nouveaux partenariats vont voir le jour. Comment garantir que ceux-ci soient des partenariats gagnant-gagnant? Écoutez, les entreprises africaines et les hommes d'affaires actuellement africains, je dirais, sont en position de force parce que c'est eux qui maîtrisent le marché africain actuellement. Et ce sont plutôt les Européens, les Français en particulier, qui se tournent vers eux pour accentuer leur part de marché. Donc, assurément, le contrat sera gagnant-gagnant pour les Africains parce qu'ils maîtrisent de plus en plus la technologie, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, un contrat, c'est la négociation d'abord de la technologie. Et moi, je suis très, très optimiste pour ces hommes d'affaires-là et pour les pays africains quant à leur position de force pour justement négocier des contrats fructueux. Merci Malik. Au Togo, le fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes mis en place par le gouvernement commence à porter ses fruits. Preuve en est avec la société BioAfrique Infusion, d'un des bénéficiaires qui fait aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions de francs CFA. Voyez ce reportage de notre correspondante à Lomé, Aimé Fakofi. Pour beaucoup, l'une des meilleures alternatives contre le chômage en Afrique est l'initiative entrepreneuriale des jeunes. Au Togo, plusieurs diplômés sans emploi ou sous-employés l'ont compris. C'est le cas de Adamas Koudou qui, grâce au Fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes, a créé en 2013 BioAfrique Infusion, une entreprise qui produit du thé à base de plantes naturelles. Dans son usine de production, la matière première, notamment le quinquiliba, est mise dans une broyeuse. Avec le produit obtenu, plusieurs variétés de thé sont fabriquées. Et c'est de cette salle que le produit fini est sorti. Le travail se fait à la chaîne pour un rendement optimal. Nous avons 3 sortes de produits. Il y a le quinquiliba qui est pur, sans mélange. Il y a le quinqué GC que nous aromatisons un peu avec la citronnelle, le gingembre. Et puis il y a le thé de Gambie que nous faisons encore un peu de mélange avec les autres produits. Par jour, nous sommes à près de 300 boîtes par jour. Démarrée avec seulement 1 million de francs CFA, la société BioAfrique Infusion, qui est dans sa 4e année d'activité, a une production annuelle de 17 000 boîtes de 25 sachets pour un chiffre d'affaires d'environ 25 millions de francs CFA. Nous travaillons avec les pharmacies, les supermarchés. Et il y a aussi la force de vente qui fait son travail par rapport à la vente directe et que les commerciaux le font chaque jour. Et il y a aussi les distributeurs, comme les grossistes, les semi-grossistes. Il y a le quinqué nomade aussi. En fait, le quinqué nomade, c'est le thé porteur qui sillonne dans la ville. Il est ambulant, qui distribue les tasses de thé, en fait. Depuis qu'on était petit, nos parents nous mettaient de la peau torréfiée de quinquiliba dans la bouillie. Et c'était très amer. Mais ça permettait de lutter contre le paludisme, ça permettait de renforcer l'immunité de l'organisme. Aujourd'hui, c'est mis sous forme moderne que vous pouvez trouver en pharmacie, en supermarché, à prendre comme de Lipton. Les gens l'appellent le Lipton thérapeutique. Et voilà un peu. Et ça aide le foie dans l'élimination des toxines, dans la transformation de l'excès de glucose en glycogène. Aujourd'hui, BioAfrique Infusion est dans une démarche de brevetage. Pour l'heure au Togo, la société travaille avec l'Institut national d'hygiène qui a fait des tests bactériologiques sur les produits et l'Institut togolais des recherches agronomiques qui délivre le certificat de salubrité. Gratien, quelle appréciation faites-vous des initiatives lancées par le gouvernement togolais pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes? C'est vraiment de très bonnes initiatives. C'est à encourager. C'est aussi une façon, disons, de laisser les jeunes créer leur emploi. Mais il faut savoir toujours que quand on a de bonnes idées, moi je pense qu'il faut surtout aider les jeunes à avoir des idées qu'on dit vulgairement bancables, qui peuvent être, qu'on peut présenter à la banque, être financées, parce que chaque fois qu'on a des bonnes idées, on trouve des solutions, on trouve des financements. Éventuellement, même les gens qui ont des capitaux vont se dire qu'il y a des affaires à faire. Ce qui manque, c'est qu'on a des formations, surtout au niveau des jeunes, on a des formations dans nos écoles, dans nos universités, des formations qui mènent au métier de fonctionnaire, qui ne mènent pas au métier de faire les affaires. Je pense que le mieux serait d'introduire, éventuellement que le Togo le fait, d'introduire des notions de gestion, des notions, disons, des affaires aux jeunes pour dire, bon, en Afrique, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'atouts.
créer vos emplois, nous, on va essayer de vous accompagner. L'État pourrait mettre des fonds, notamment au niveau, disons, de l'assurance pour, disons, assurer l'affaire, assurer les crédits qu'ils prennent auprès des banques. Et quels sont justement les secteurs qui pourraient être porteurs plutôt pour l'entrepreneuriat des jeunes? Quels sont les secteurs les plus prometteurs en termes d'entrepreneuriat? Là, en premier, c'est vraiment l'agriculture. Ce sont les produits de l'agriculture. Regardez en Europe, quand on a un produit qui vient de l'Afrique, ça s'appelle un produit exotique. Ça coûte plus que acheter un avocat ici, ça coûte, je dirais, 20 fois plus qu'en Afrique. C'est vraiment... On peut faire des affaires, surtout quand on se lance dans le bio. En Afrique, on cultive bio. Et ici, en Europe, on n'en trouve pas des produits bio. Donc, c'est vraiment des affaires à faire dans ce domaine. Alors, Malik, très rapidement, on a vu dans le reportage que certains s'en sortent, certains bénéficiaires du programme lancé par le gouvernement s'en sortent, d'autres moins bien. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner finalement ces jeunes entrepreneurs ? En essayant justement de les encadrer sur le plan technique et de leur faire comprendre que s'ils ont un objectif, il faut voir si cet objectif va correspondre à la demande du marché. Il y a souvent des problématiques de ce type qui se posent. Vous avez des jeunes qui sont plein d'envie, qui voudraient justement devenir entrepreneurs et commercialiser leurs produits, mais qui parfois ne sont pas en adéquation avec leur marché. Donc il faudrait qu'il y ait des professionnels et des vétérans, je dirais entre guillemets, des vétérans de ceux qui ont déjà entrepris, qui ont déjà réussi dans leur domaine, et qui pourraient encadrer justement ces jeunes. Il faudrait faire des formations aussi avec ces personnes-là. Ça serait très, je dirais, bénéfique pour ces personnes-là. Un système de parrainage, par exemple. Un système de parrainage, comme vous le dites, qui serait, je dirais, vraiment rassurant pour ces jeunes-là, parce qu'au départ, ils ne savent pas où ils vont. Ils entreprennent, ils sont pleins d'envie, mais ils aimeraient avoir ce cadre rassurant d'un entrepreneur plus âgé qu'eux qui ont réussi. 1,6 milliard de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant du prêt accordé à la Tanzanie pour la relance de son économie. Gratien, l'économie tanzanienne ne se porte pas pourtant si mal puisqu'elle devrait réaliser un taux de croissance de 7,2% en 2016. Oui, c'est une économie qui se porte bien, mais il faut toujours, disons, apporter un bémol. C'est une économie qui se retrouve avec une croissance de 6-7%, mais en même temps qu'il y a une inflation qui se rapproche de 6%. Cela veut dire que cette croissance est due en grande partie à l'inflation parce qu'on importe beaucoup. En Tanzanie, on importe 2 fois plus qu'on exporte. Et l'économie, ce taux de croissance, c'est lié à l'extraction du gaz, des mines, ce qui fait vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value au niveau de l'économie. Et en même temps, il faut dire que c'est une économie. La Tanzanie, c'est un pays, je dirais, qui commence à vieillir au niveau des infrastructures, des routes, sans parler de chemins de fer. Quand on a des chemins de fer en Tanzanie, c'est une seule voie. Il faut attendre que le train arrive au bout pour que l'autre puisse prendre son chemin. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau, que ce soit le chemin de fer ou au niveau de l'énergie. Malik. Je partage l'avis de Gratien. C'est une économie qui, comme ça, peut paraître florissante, mais effectivement, c'est une croissance, je dirais, qui n'est pas réelle sur l'impact de la vie de la population en Tanzanie. Donc, c'est des choix économiques. Et pourtant, la Tanzanie, de sa position géographique, a des atouts. Alors, on peut modérer quand même le propos. Il y a cette industrie de la manufacture qui commence quand même à prendre son essor en Tanzanie. Bon, le prêt dont l'on parle concerne, par exemple, l'extension du port Dar es Salaam, qui est bien situé parce qu'il est juste situé en face de la péninsule arabique, il est juste situé à côté de l'Asie, qui est un continent formidable et qui est un marché formidable pour la Tanzanie. Donc, j'ai bon espoir pour ce pays-là. Il faudrait justement diversifier davantage justement cette production et permettre à cette population d'intégrer rapidement le marché de l'emploi parce qu'il y a cette problématique du chômage qui se pose encore. Très rapidement, Gratien, 30 secondes. Oui, c'est un grand pays, mais qui n'a pas bien profité de la géopolitique de la sous-région. Éventuellement, un port de Dar es Salaam qui est très concurrencé par Mombasa et avec des problèmes avec ses voisins, donc qui n'arrivent pas vraiment à faire développer l'exploitation du port. Merci Gratien, c'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Cameroun. Notre prochain volet sera consacré au processus de diversification économique en Guinée équatoriale. Sophia Aïda, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes actrice camerounaise et également présentatrice télé. Yes,
Merci beaucoup. Gracien, merci d'avoir été là. Merci Graziella, bonsoir à tous. Merci à vous Malik pour votre participation. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.